Je vais vous re-souhaiter une bienvenue à la séance technique de la SCPF du mois de janvier 2025, donc la première de cette année. Séance technique pour laquelle nous avons comme invité Grégory. Donc Grégory, moi j'ai tendance à dire que la personne qui est la mieux placée pour se présenter, c'est toi. Donc Bonsoir. je vais te donner la main. Très bien. Bah, écoutez, déjà, merci beaucoup pour votre invitation à participer à cette séance technique. Donc, j'en suis très content. Donc, Grégory Paul, photographe professionnel plutôt nature, même si c'est pas forcément les seules images que je fais. Voilà, mais j'aime quand même le côté nature. Voilà, le voyage. Mon but, surtout, c'est d'aller voir le monde. Voilà. Donc, j'assume ce côté voyageur, explorateur. Voilà, c'est ça qui m'anime au départ et la photographie après est un peu un prétexte en fait pour aller voir voilà, de nouveaux horizons et rapporter des témoignages de tout ça. Et je suis du coup ancien marin de la Marine nationale. Voilà, j'étais navigateur et plongeur dans la marine pendant 23 ans et j'ai décidé d'arrêter en 2018 pour me consacrer justement à l'image, à l'exploration et à l'accompagnement de voyages aussi. Voilà, donc ça c'est une présentation succincte, mais et voilà, avec une démarche quand même de fond sur la mise en valeur des territoires et des outre-mer français, quelque chose que j'aime faire. J'ai vécu plusieurs années à plusieurs endroits justement outre-mer, que ce soit en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte. Et du coup, voilà, j'essaie de valoriser, en tout cas de montrer les choses positives que je vois un peu partout sur la planète et de temps en temps aussi des côtés négatifs voilà, pour la petite présentation. Ok, pour les photos, je lance la projection quand tu veux. Tu me dis quand tu veux changer d'image et puis on y va comme D'accord. ça. Alors, je vais lancer le partage. Voilà, désépingler de ce côté-là et épingler de l'autre côté. Je ne peux pas le faire, donc ça doit être bon. Et voilà. Et nous sommes, hop, tout oui. Ah non, c'est pas les bonnes. Excuse-moi. C'est pas à moi. Non, c'est pas à toi. J'ai cliqué du mauvais côté. C'est toujours comme ça. Hop là. Les images, voilà, j'allais dire justement là, pour meubler en attendant, les images que je vous ai présentées, en fait, c'est un peu une progression dans une certaine démarche photographique, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose d'exclusif. Voilà, il y a plusieurs choses, mais il y a quand même un peu un fil conducteur pour expliquer un petit peu d'où je suis parti, au moins au niveau de ce que je voulais montrer et où j'en suis un petit peu maintenant. Voilà, comment ça j'ai évolué au fur et à mesure. Donc là, du coup, vous avez une épave de Catalina, un hydravion, euh, justement en lien avec mon ancien métier, c'est-à-dire quand j'étais plongeur dans la Marine nationale. Et, euh, et du coup, au tout départ, j'étais photographe sous-marin. Voilà, c'est comme ça que je me suis mis en réalité à la photographie. Le but, c'était de ramener des témoignages du fond pour les gens qui n'avaient pas l'occasion d'y aller. Et, euh, et voilà, là c'est un hydravion, par exemple, mais je pense que la photo d'après, si tu veux, tu peux changer. Là, du coup, c'est une Raymanta, des photos un peu classiques. C'est un scan de diapositive. Hein. Là, c'est au Nikonos 5 avec un 15 mm. Et voilà, là, du coup, je commence à photographier un petit peu les animaux aquatiques, on va dire. Et au fur et à mesure, quand je me suis rendu compte que mes images en fait sous-marines n'avaient aucune valeur esthétique, je me suis dit qu'il allait falloir les améliorer. Et après, dans une démarche un petit peu de réflexion professionnelle, je me suis dit, telle ou telle photo, est-ce qu'un jour quelqu'un serait capable euh, de l'acheter déjà, ce serait déjà pas mal, mais surtout, est-ce qu'il serait capable, même si je lui offre, de l'afficher en grand dans son salon, par exemple? Est-ce que ça irait chez lui? Est-ce que ça plairait à quelqu'un? Et en fait, j'ai réfléchi comme ça, et puis la plupart de mes images, je me suis dit, non, à la limite, je la mettrais peut-être moi dans mon salon ou dans la chambre des enfants, mais voilà. Et à ce moment-là, du coup, j'ai décidé de me mettre à la photo de façon plus générale et entre autres réellement à apprendre la photographie. Euh,
en faisant de la photo de paysage et d'autres animaux. Voilà. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était quand même la nature et les animaux que j'aimais prendre en photo. Voilà. Mais j'ai commencé par la photographie sous-marine. On peut avancer si tu veux. Donc là, je vous parlais justement de l'envie d'aventure et d'exploration. Là, c'est une photographie effectuée sur le nouveau patrouilleur polaire, l'Astrolabe. Donc là, on passe les 40e rugissants. On part à Kerguelen. Et ça, c'était en 2019. J'ai quitté la marine en 2018. C'est un endroit que j'aurais vraiment aimé aller. J'aurais vraiment aimé aller à Kerguelen en tant que marin de la Marine nationale. Je n'ai pas eu l'occasion. Et il a fallu que je quitte la marine pour qu'on m'invite en tant que photographe pour y aller. Donc voilà. Donc là, c'était une démarche un peu particulière puisqu'il y avait cette envie d'aller visiter un territoire atypique. Et en plus, il y avait un soutien de la ministre des Outre-mer de l'époque, en fait, qui m'avait demandé d'enrichir en fait la banque d'images pour aider à l'inscription des îles Kerguelen, des terres australes et antarctiques françaises sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc voilà, quand on m'a proposé de faire ça, bah, forcément j'ai accepté. J'étais très très heureux. On peut avancer si tu veux. Voilà, donc là il y a le côté reportage. En fait, bah, c'est voilà, une photo paysage classique des îles Kerguelen. Donc voilà, l'intérêt à ce moment-là de la photographie pour moi, en fait, c'est vraiment de témoigner, de rapporter une image de comment c'est, à quoi ça ressemble. Et puis après, forcément, en essayant de faire quelque chose d'un peu esthétique, pas forcément purement documentaire. Voilà, donc pour le travail sur les Kerguelen, par exemple, j'ai cette volonté de faire un mixte entre la démonstration, le documentaire, mais en essayant quand même d'avoir des images un peu léchées, on va dire, en tout cas attendre les meilleures lumières possibles, tout en sachant que pour ce type de mission, j'ai 5 jours pour faire les images. Donc en fait, c'est un peu compliqué. Et il y a toujours cette volonté d'essayer de ramener les meilleures images possibles. Quand je dis les meilleures, ce n'est pas forcément les plus belles, mais en tout cas celles qui ont le plus d'intérêt en un laps de temps très court. Voilà. Donc après, c'est une façon maintenant de travailler que j'aime bien finalement, avec un peu de temps, quelques jours, essayer de tirer le meilleur parti du temps à partie, justement. Depuis, les Kerguelen sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est pas grâce à moi, mais c'est pour l'anecdote. Bah, tu as peut-être contribué un petit peu. Il y avait des photos dans le dossier, en tout cas. On peut avancer. Là, je vous montre aussi, en fait, tous ces Kerguelen. Là, on est plus dans le côté aventure, exploration, que dans le côté photographie esthétique, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment pour expliquer pourquoi la photographie, au départ, m'aide à m'évader. En fait, c'est vraiment c'est le prétexte, en fait. Voilà. Donc, quand on va, par exemple, à un endroit comme Kerguelen, on a envie de ramener des témoignages, de dire, bon, ben voilà, j'ai vu ça, j'ai vu ci. Là, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'arche de Kerguelen, qui réellement était une arche avant. C'est-à-dire un peu comme l'Arc de Triomphe, en fait, mais ça s'est effondré. Et grâce aux photographes qui y sont allés avant, en fait, on a des photos d'archives de cette arche qui n'est pas effondrée totalement. D'où l'intérêt à ce moment-là du côté documentaliste et documentaire de la photographie. Voilà, comme je disais, voilà, c'est les manchots papous, toujours aussi à Kerguelen, avec une volonté de faire quelque chose d'un peu plus esthétique, un peu artistique. Là, c'est vraiment le lever du jour. Donc, les manchots papous qui partent à l'eau, ils vont quasiment y rester toute la journée pour la plupart. Et voilà, toujours attendre les meilleures lumières possibles, même si là, vous voyez, ils nous tournent le dos. Ce n'est pas forcément des attitudes qu'on met en avant quand on est photographe. Mais j'aimais bien l'ambiance de se dire, bon, tiens, on pourrait presque aller avec eux, aller pêcher. On peut avancer. Dans ma pratique de la photographie animalière, je vais souvent chercher le regard aussi. En général, j'aime aussi la photographie de portraits humains de type studio, parce que j'aime bien faire. Je ne le montre pas souvent parce que c'est pas je suis pas le meilleur dans cette discipline, mais
et c'est assez contraignant, mais j'aime bien le faire de temps en temps. Et du coup, j'essaie souvent d'appliquer un peu le principe de la pose ou de certaines lumières avec les animaux. Entre autres, là, c'est une otarie à fourrure, c'est à Kerguelen aussi. Et en fait, je pense qu'on arrive à voir qu'il y a comme une certaine détresse en fait dans son regard. Et en plus, bah, les otaries à fourrure, enfin les otaries déjà avec les petites oreilles, forcément, on pourrait avoir l'impression de voir un smiley triste ou quelque chose comme ça. Et en réalité, elle est vraiment perturbée parce qu'elle est sortie derrière nous, sur un petit sentier. J'étais avec des amis. Et en fait, elle est sortie au milieu de nulle part. Il n'y avait pas d'autres congénères. Et en fait, elle nous a regardé. On avait vraiment l'impression d'une tristesse. Et elle nous a regardé comme si elle voulait nous dire euh, bah, en fait, je ne suis pas sorti au bon endroit, quoi. Alors, sans faire d'anthropomorphisme, mais voilà. Et du coup, elle est ressortie, elle est repartie dans l'eau. Et c'est une photo que j'ai pas mal utilisée, entre autres pour présenter l'expo de Kerguelen, parce qu'il y avait un côté un peu humain voilà, dans le faciès de cette otarie à fourrure. Voilà. Et ça me permet du coup de parler aussi des otaries à fourrure et de parler de Kerguelen en rappelant que ben, la deuxième plus grande colonie d'otaries à fourrure du monde se situe à Kerguelen, et l'autre étant la Géorgie du Sud. Donc voilà, avec la responsabilité que la France du coup a envers ces territoires et envers les êtres qui y vivent. Voilà, la photographie me permet aussi de parler de tout ça au fur et à mesure. On peut avancer si tu veux. Voilà ce que je disais, en fait, cette recherche aussi du regard. Donc là, ce sont des jeunes éléphants de mer qui, normalement, bah, les éléphants de mer, c'est pas très, très beau. Hein. En tout cas, les gros mâles. Les femelles sont déjà plus jolies. Et là, ce sont des jeunes. Voilà, donc, bon, ils sont tranquilles, hein, Kerguelen. Là, ils sont sur une espèce d'herbe. Ils n'ont aucun risque à ce moment-là, puisque bah, déjà, la chasse est interdite et du coup, ils n'ont pas de prédateurs. Donc, en fait, je suis très proche. Hein, je suis au 100 mm. Donc, voilà, je suis allongé à côté. Et bon, au début, il y a eu un ou deux petits regards un peu d'inquiétude parce qu'ils se disent, bon, bah, qu'est-ce qu'il veut, lui? et, euh, et voilà, donc, ça me permet aussi à chaque fois d'utiliser une petite anecdote. Au Kerguelen, les jeunes éléphants de mer sont surnommés des bonbons par les scientifiques. Voilà, c'est le nom un peu joli, un peu mignon. Mais en fait, c'est ironique parce que c'est un des mets favoris des orques. Voilà, les orques en raffolent. Et du coup, ils ont appelé ça les bonbons des orques. Voilà. On peut avancer si vous voulez. Donc, toujours cette aventure, par exemple, à Kerguelen, où là, on est pareil au niveau des 40e rugissants. Et puis, tout à l'heure, je vous ai montré une photo vue du haut, vraiment du mât, du nid de pie, comme on l'appelait après Polémie de Victor. Parce qu'avant, ça s'appelait le nid de corbeau, pour la petite anecdote. Donc, c'était très haut. Donc, du coup, le relief de la mer était écrasé par l'image. Là, je suis un peu plus bas et on voit que ça creuse un peu plus. Et avec le symbole, en fait, l'oiseau, bah, l'albatros géant qui est là, quoi, le deuxième plus grand oiseau volant du monde après le condor des Andes. Donc, voilà, c'est des symboles. Et puis après, pareil, avec un peu d'attente, on recherche un petit peu certaines lumières. Voilà, donc ça reste des images en fait documentaires qui permettent soit de faire un article pour un magazine, soit pour étoffer des dossiers, mais avec une petite recherche quand même un peu esthétique. Voilà, cette ambiance un peu jaunâtre comme ça a duré quoi, 3/4 d'heure quoi. Donc voilà, j'y étais, mais j'ai pris des embruns quand même, faut avouer. Les mers sont pas très sympas hein, quand même par là-bas. Non, bah ouais, le 50e rugissant et le 60e hurlant, c'est des mers qui cognent un petit peu. Hein, ouais, ouais. Et puis là, pour le coup, ça a cogné un petit peu. Je préférais y être sur l'Astrolabe plutôt que sur un voilier comme le Vendée Globe, hein, ça Ah c'est sûr. ouais, ils ont bien du courage les gars qui font ça. Hein. Ah oui, c'est certain, ouais, ouais, ouais. On peut avancer si tu veux. Là, toujours dans l'esprit documentaire, cette photo-là, quand on regarde, elle n'a rien d'exceptionnel. Ce sont des rennes. Voilà, oui, bon, des rennes sur une plage. Sauf que c'est à Kerguelen. Et que bah, peu de gens le savent, mais à Kerguelen, bah, quelque part en France, sur un territoire français, austral, eh ben, il y a une colonie de rennes. Il y a à peu près 2000-2500 rennes bon, qui ont été introduits dans les années 1950 à partir de souches de Norvège. Voilà, donc mais ce sont quand même des rennes sauvages. Donc il y a eu je
crois que 5 couples de rennes sauvages dans les années 1950 qui ont été introduits à Kerguelen parce qu'ils ont fait plein d'essais en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce territoire grand comme la Corse, parce que c'est quand même grand comme la Corse, l'archipel. Donc, ils ont essayé de mettre des moutons, des mouflons, etc. Et des rennes aussi. Voilà. Donc, quelque part en France, à Kerguelen, on a des rennes. Il n'y en a pas qu'au pôle Nord, chez le Père Noël. Voilà, donc c'était pour l'anecdote, pour montrer justement le côté documentaire de l'image. Pourquoi cette photo en allant voir les choses, voir le monde, on peut ramener des petites anecdotes que finalement tout le monde n'est pas au fait de plein de choses. Voilà, pour la petite anecdote. On peut avancer. Voilà, alors là, ça c'est un harfang des neiges. C'est à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et donc là, je commençais à me mettre, donc c'est avant Kerguelen, hein, bien avant. Je commençais à me mettre vraiment à la photographie animalière. Voilà. Et j'ai eu la chance, grâce à mon ancien métier de la Marine nationale, d'être affecté pendant 3 ans sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, à bord d'un petit patrouilleur qui s'appelle le Fulmar. Et du coup, voilà, avec un ami, on s'est motivé pour se mettre à la photographie animalière. Et puis, je me suis mis à photographier le harfang des neiges, voilà, qui était de passage sur l'archipel, qui n'y est pas tout le temps, mais voilà, par période, il peut y être. Et ça va donner lieu après à un autre travail et une autre démarche. Bon, là, voilà, c'est un côté un peu naturaliste, où j'attendais justement que le harfang des neiges ait les pattes au sol, encore les pattes au sol et les ailes totalement déployées, un peu comme Rolls-Royce, hein, voilà, le symbole de Rolls-Royce. Avec la difficulté, là pour le coup, naturaliste, qui était la suivante, c'est qu'en fait, quand il est blotti, en fait, il est en boule. Et on pense qu'on est à la bonne distance, par exemple, quand il va se déployer ses ailes, mais sauf qu'à un moment donné, il s'élance et les ailes sont beaucoup plus grandes qu'on pense. Donc, j'ai plein de photos en fait, que j'avais essayé où les ailes sont totalement coupées. Et voilà, bon, ça c'était pour le côté naturaliste, mais c'est pour vous amener à la suite. Donc, on peut aller à la suite si vous voulez. Voilà, ça c'est un autre individu de Harfang des Neiges, toujours là-bas. Et en fait, c'est cet individu-là en fait, qui m'a fait réfléchir après à un autre travail, à passer de la couleur au noir et blanc, ce que vous allez voir. Donc cet individu-là, le harfang des neiges, donc on voit, voilà, c'est un bel oiseau. Ça, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un bel oiseau quand même, le harfang des neiges. Et qui a des beaux yeux aussi, des yeux jaunes comme ça. Voilà. Et on va passer à la suivante. Et vous allez voir, c'est la même, je vous explique, c'est la même photo en noir et blanc. Et à ce moment-là, les yeux sont moins présents et on commence en fait à voir éventuellement comme un vol d'oiseau dessiné sur son plumage. On dirait des frégates. Voilà, ou un peu comme les petites ailes, les petites mouettes qu'on fait à l'école quand on est jeune et qu'on apprend à dessiner les oiseaux. Si tu peux revenir sur la précédente. Voilà, donc là, quasiment, maintenant vous le savez, enfin on le sait, mais au début, c'est pas ce qu'on regarde, puisqu'on reste sur le regard. Et donc, du coup, si tu veux revenir sur la noir et blanc, merci. Du coup, j'ai commencé à faire un travail sur cet oiseau-là en noir et blanc, aux grandes dames de plein d'ornithos, hein, quand même, au départ. Ils m'ont dit non, pourquoi cet oiseau, voilà, avec des yeux aussi beaux, pourquoi le faire en noir et blanc? Et puis en plus, un animal, ça se fait pas en noir et blanc, etc. Et du coup, j'ai continué ce projet en noir et blanc. Tu peux avancer si tu veux, toujours sur le harfang des neiges. Et au même moment, donc je vivais à Saint-Pierre-et-Miquelon, au même moment, en fait, un de mes amis, le commandant en seconde du bateau sur lequel j'étais, avait commandé et reçu le livre White Dream de Kyriakos Kaziras. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce livre-là. En fait, c'est vraiment les ours polaires, son premier sur les ours polaires en noir et blanc. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et ça m'a conforté à ce moment-là dans mon idée de continuer ce travail en noir et blanc, avec parfois du hiké, donc de la surexposition, et parfois du faux hiké, c'est-à-dire qu'après, une fois que je fais mon post-traitement, j'avais des images qui n'étaient pas forcément hiké au départ, mais que j'éclaircis pour qu'elles aillent avec le reste de la sélection. Voilà, celle-là, en fait, cette photo-là, au départ en couleur, elle est déjà bien claire. Elle est à la limite vraiment du hacké. Donc ça, c'est une photo qui a beaucoup marché pour moi au tout début, qui m'a aidé aussi à me lancer un peu plus dans la photographie, qui a eu quelques prix, dont la médaille d'or au Salon national des beaux-arts en 2018, au Carrousel du Louvre. Et du coup, ça m'a conforté dans mon idée de continuer à faire ça. Donc tu peux avancer si tu veux. Voilà, celle-là, elle avait marché aussi. Alors ça, c'est assez drôle parce que
C'est une photo qui marche bien parce qu'elle est impactante, on va dire. Mais au final, dans ma démarche de photographe nature qui va à la recherche de l'oiseau, quand on connaît après l'espèce, quand on sait où aller les photographier, c'est là que je peux la refaire, on va dire. À quelque chose près, ça ne sera pas avec le même individu, mais je pourrais la refaire. Alors que celle auparavant, si on peut revenir dessus, celle auparavant, je ne la referai plus jamais. Parce que si vous regardez, là, je vous ai montré 2 regards différents de l'oiseau. Ils n'ont pas le même regard. Là, celle-ci, c'est un oiseau qui est dans un état second. En fait, je cherchais à aller photographier un autre harfang des neiges, un gros mâle tout blanc. Et en allant sur le territoire de l'autre oiseau, en fait, j'ai trouvé l'oiseau, le gros harfang, qui est parti comme une fusée vers le ciel. Alors que ce n'est pas du tout une habitude de chasse, donc je me suis demandé ce qui se passait. Il allait à la rencontre de celui-ci, qui était un plus jeune, moins expérimenté. Peut-être une femelle, là, c'est difficile à voir. Et en fait, ils se sont battus. Et la bataille, le combat a duré à peu près 1 heure. Et moi, j'ai essayé tant bien que mal, en fait, d'aller d'un endroit à l'autre. Bon, c'était pas facile. Et puis, à un moment donné, j'ai un peu laissé tomber. J'ai eu quelques photos de cette bataille, mais qui n'ont aucun intérêt parce que c'est pris de très loin. Et puis, à un moment donné, en rentrant chez moi, en fait, ce harfang-là est venu se poser à 10 mètres de moi à peu près, sur une petite cabane. Et en fait, c'est ça qu'on ne voit pas sur la photo, mais en fait, il n'est pas assis au sol, il n'est pas posé sur le sol, il est posé sur le toit d'une cabane, mais qui est enneigée, quoi. Et en fait, il nous tourne le dos, hein, donc voilà, c'est sa tête qui est. Et il nous monte ses fesses, en gros, et c'est sa tête qui est tournée vers nous. Et en fait, ça a duré peut-être 4 secondes. Il a fait ça, hop, et il est parti, il est reparti aussitôt. Et du coup, ce regard qu'il a, il est très rare par rapport aux autres oiseaux que j'ai pu photographier, parce qu'au final, si ça se trouve, il ne me voit même pas. Vous savez, si vous avez des animaux, un chat, un chien, des fois qui va se battre avec un autre individu, si vous mettez la main à ce moment-là pour le séparer, il vous a peut-être jamais mordu de sa vie, mais à ce moment-là, il va vous mordre parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Là, c'est un peu pareil. Donc, il a eu du succès parce qu'il y a des gens qui le voient comme un oiseau un peu avec un châle, etc. Donc, pour l'anecdote, et puis voilà, pour dire pourquoi j'ai continué ce travail-là et pourquoi cette photo-là, je ne la referai plus jamais, alors que là, c'est que tu vas remettre, voilà, maintenant que je sais où, avec les téléobjectifs qu'on a, voilà, là, je suis au 500 mm avec un doubleur et en plus, je suis très près, quoi. On peut avancer si tu veux. Et du coup, celle-ci, c'est une photo encore plus difficile pour moi à faire parce que je suis allongé. Je suis au 100 mm, en fait. Je suis allongé à côté de l'oiseau. Mais ça, c'est après la démarche, après 2 ans d'être allé assez régulièrement photographier cet animal. Et puis, là, c'est la magie de la photo parce que je suis allongé à côté de lui, il ne me regarde pas, il tourne le dos. Si on regarde en haut à droite, on voit comme un peu le soleil qui perce à travers dans le blizzard. Mais c'est la magie de la photo parce que je ne vous cache pas que peut-être 3 secondes avant, il me regarde et puis après, il va arrêter de me regarder. Mais comme avec la photo, on fige à cet endroit-là. Donc, celle-là, elle est très difficile contrairement à la précédente. Voilà, enfin, c'est pour aussi. On peut avancer si tu veux. On va pouvoir défiler d'autres. Voilà, c'est pour vous montrer ce travail sur l'oiseau. Tu peux avancer. Hein. Tu peux avancer si tu veux. Voilà. Là, j'avais bien aimé. Il faisait très, très beau. Et en fait, là, on est dans les collines. Et je me suis demandé s'il n'était pas figé dans la glace, en fait. Des fois, ça arrive l'hiver qu'il y ait des canards qui soient, ou des oies qui soient prises dans la glace quand les temps gèlent, etc. Et en fait, on a un peu l'impression sur cette photo-là qu'il est figé. Et du coup, ça m'a d'abord interpellé, puis après, j'ai vu qu'il ne l'était pas. Et le livre que j'ai fait sur le harfang des neiges, qui s'appelle Les œufs du harfang, dans ce livre-là, il y a des textes d'un ami poète, Alexis Glohaguin. Et justement, il compare le harfang des neiges aux petites statuettes de vierges qu'on voit des fois dans les montagnes, surtout les montagnes proches de la côte, donc des petites stèles érigées par les pêcheurs. Voilà. Tu peux avancer si tu veux. Voilà. Et du coup, dans mon idée, donc j'ai commencé ce travail en noir et blanc sur cet oiseau. Et après, je me suis dit, mais je peux peut-être continuer à le faire avec d'autres animaux. Et en fait, je me suis mis à photographier d'autres animaux en allant chercher des animaux plus ou moins noirs et blancs dans la neige pour en faire des photos en noir et blanc. Voilà. Donc là, ça, c'est en Laponie. Donc, ce sont les rennes. Alors là, c'est ce qu'on appelle les rennes domestiques. Vous savez, c'est en Laponie, bon, en tout cas en Norvège, dans les pays scandinaves, il y a quelques souches sauvages de rennes.
mais la plupart du temps, ce sont des rennes d'élevage qui certains sont dans des enclos, mais d'autres vivent en liberté, quoi. Voilà, donc ça, c'est le cas. Ce sont des rennes, de ce qu'on appelle domestiques. J'ai photographié des rennes sauvages au Svalbard, des choses comme ça, des endroits comme ça. Mais je voulais à ce moment-là essayer de faire une photo un peu sauvage, quoi, mais avec des rennes domestiques. Donc je suis allongé dans la neige alors que la ferme, elle n'est pas si loin que ça et tout ça. Puis bah, je me suis bien amusé à faire ça. Et c'était un peu le début de la démarche avec d'autres animaux. Je suis au 500 mm à f4. Voilà. Et puis il y a un peu de neige. Voilà, je me suis mis dans un trou exprès pour avoir cette espèce de petit bokeh, voilà, que je voyais de temps en temps sur les images de Vincent Munier, de Michel Doutremont, par exemple. Voilà, on peut avancer. Donc après, voilà, j'ai continué à faire ce travail. Là, c'est un petit renard arctique que j'aime beaucoup. En plus, bah, celui-là, c'était avec son pelage d'hiver, donc qui lui devient blanc. Voilà. Donc, belle fourrure. Et puis voilà, ça c'est pareil, comme je l'expliquais tout à l'heure, là, on le voit aussi dans les rennes comme dans le harfang. Je vais quand même pas mal chercher le regard de l'animal. Je trouve qu'il y a toujours une dimension, comme en peinture, quand les grands peintres peignent un visage qui regarde le peintre ou l'artiste, bah, en fait, comme pour la photo, vous pouvez vous mettre n'importe où, bah, il sera toujours en train de vous regarder, quoi. On peut avancer si tu veux. Voilà, le lièvre arctique, hein, de la même façon, toujours la même chose. Bon, là, en plus, il y a une petite anecdote que moi, je trouvais assez amusante. Si vous regardez, en fait, les petits branchages, là, ce sont des sapinettes, c'est des petits sapins. Et bon, bah là, il y a de la neige partout, donc je voulais vraiment aller photographier du lièvre arctique à ce moment-là. Donc j'étais en raquette, j'ai suivi les traces, c'était facile, hein, dans la neige, on suit les traces, il faisait beau, en plus il n'y avait pas de tempête, il n'y avait pas de blizzard. Et, j'ai suivi les traces, et puis je suis tombé sur ce lièvre qui était caché. Et puis bah, quand il m'a vu, il a détalé comme un lièvre, hein, comme on dit. Et en fait, bah, il a fait tout le tour du bosquet. Donc on voit là, les petites branches, c'est un grand bosquet, mais qui doit faire quoi, 50 mètres carrés. Il a fait tout le tour, il a fui, mais en fait, moi, j'ai pas bougé, il est repassé derrière moi et il est revenu s'asseoir exactement au même endroit, en fait. Donc, en fait, il a fui, mais pour se remettre au même endroit. Et puis, bah là, il est resté, et puis on est resté 1 heure à peu près ensemble. Je peux faire des photos, c'est assez rigolo. Ah, bon, il n'est pas trop de risques avec moi, heureusement, mais voilà. Donc, toujours dans le même esprit, voilà. C'est une série qui s'appelle Nord et Blanc. Voilà, il y a un petit jeu de mots. Un livre qui est écoulé, par contre. Il y avait un livre, mais il n'y en a plus. Tu peux avancer si tu veux. Voilà, là, bon, là c'est les ours polaires, là c'est au Svalbard, c'est une maman ours sur le dos. Là, on voit on voit pas trop sur l'image, mais en réalité, il y a 2 oursons. Il y a 2 oursons. Et là, là c'est une observation assez exceptionnelle parce qu'on est là, je suis en Zodiac, en fait. Enfin, je suis pas tout seul. On est 2 accompagnateurs pour l'agence Let's Go Travel à ce moment-là, avec mon ami Jean-Marie Sévenot, qui s'occupe de l'autre Zodiac. Et puis voilà, on a chacun 5 personnes avec nous dans le Zodiac. Donc une très très belle observation. On est à 40-50 mètres, quoi, de la maman ours et de ses petits. Et bah, qui est plutôt zen, hein, voilà. Elle sait qu'on est là, hein, et ça la dérange pas trop, mais du coup on a profité de cet instant à fond. On peut avancer si tu veux. Ça, c'est une photo de celle-là, je l'ai faite en juin. Je l'ai faite en juin. Bah, j'avoue qu'elle marche bien. Elle fonctionne bien, que ce soit en galerie ou en expo. Actuellement, j'ai une grosse exposition en Chine. Et bah, en fait, c'est celle qui, pour le coup, maintenant, qui a le plus de succès, contrairement. Parce qu'il y a aussi quelques harfans. Les deux harfans qu'on a vus juste avant sont aussi dans l'expo. Mais celle-là, l'ours a beaucoup, beaucoup de succès. Et j'en vends pas mal, donc je suis content. Et voilà, beaucoup de gens. Je suis dans le même esprit, toujours de noir et blanc. Et puis bah, là, j'ai vu, voilà, on peut utiliser cette image pour dire beaucoup de choses, surtout l'ours polaire, hein, qui est un symbole de beaucoup de choses. Donc, on peut dire, voilà, qui fait une révérence, qui se cache, qui a honte. Bon, il se nettoie, hein, en réalité, hein, mais il vient de manger sur une carcasse de morse. Donc là, déjà, c'est un peu moins glamour. Donc, hein. Et en fait, en noir et blanc, on ne voit pas le côté caillot de sang. Donc, c'est toujours un peu moins dramatique aussi. Et j'aime aussi cette image pour parler justement de l'ours polaire, parce que souvent, bah, vous savez un peu les difficultés qu'a l'ours polaire, mais
les reproches qui peuvent nous être faits aussi, nous, par exemple les photographes, explorateurs, voyageurs, etc., d'aller en Arctique, d'aller en Antarctique, etc. Mais justement, j'essaye de dire que, est-ce que vous savez que actuellement, par an, par année, on tue entre 1000 et 1500 ours polaires de façon légale. Voilà, ça me permet de dire, en fait, si personne n'y va, en fait, on ne le sait pas. Et puis, c'est facilement... c'est une bonne excuse pour moi, hein, ça me permet en plus d'avoir une conscience un peu plus tranquille pour y aller, mais j'avoue. Mais j'aime ça, moi, je veux aller voir le monde, je veux aller voir les animaux. Mais voilà, les images peuvent nous servir parfois pour délivrer certains messages. Donc, en fait, depuis 20 ans, on peut dire qu'il y a à peu près 20 000 ours polaires qui ont été abattus de façon légale, alors qu'aujourd'hui, on parle de la difficulté qu'ils ont à se nourrir avec leur habitat qui change, etc. Donc, voilà, il est important toujours que les photographes puissent ramener des témoignages, que ce soit ici, que ce soit pour une guerre, que ce soit à Mayotte. Voilà, je pense que la photo va au-delà du côté esthétique parfois, quoi. N'hésitez pas si je parle, hein, mais si vous voulez parler, vous avez le droit aussi, hein, je crois. Là, voilà, je suis allé moins loin, c'est dans le Jura. Voilà. Je suis allé dans le Jura. Parfois, en fait, je fais des expéditions où je vais chercher vraiment quelque chose, où je passe mon temps sur le terrain. Et parfois, par exemple, pour cette petite hermine, non, j'avais envie de voir, de connaître cet animal, d'aller le photographier, puis éventuellement de me dire que je pourrais la rajouter à mon expo, à cette série. Puis voilà, je suis allé chez un photographe que vous devez connaître, donc chez Fabien Grébon. Et en fait, il m'a amené photographier de l'hermine, hein, tout simplement. Donc là, c'était servi sur un tapis, comme on dit. Voilà. C'est pas toujours comme ça, mais parfois oui. Parce que là, il y avait une démarche artistique, plus que naturaliste. Une envie artistique, on va dire. Une photo qui a été primée aussi d'ailleurs au Salon des Beaux-Arts, mais là en 2020, qui a eu le prix de la Maison d'Hérol. Voilà, à Paris. Pour l'anecdote aussi. J'aime bien dire pour l'anecdote, hein, vous avez vu, je me répète. Vous pouvez avancer si tu veux. Si tu peux avancer si tu veux. L'ours polaire aussi, pareil. Où là, qui peut être un message, où on le voit, voilà. Bon, il est en bonne santé, on le voit, hein, c'est un bel ours bien costaud. Et cette photo-là, je l'avais intitulée Sentir ce que l'avenir nous réserve. Voilà. Parce qu'on voit, il est en train de résumer, enfin de respirer. Alors, c'est nous, hein, il cherche à connaître, à voir qui on est et sentir notre odeur. Et je pense surtout qu'il est même là pour le coup un peu dérangé avec l'odeur du zodiaque. Parce que là, c'est pareil, hein, comme tout à l'heure, il est sur un promontoire, nous on est un peu plus loin et on est dans l'eau, quoi. Donc il doit sentir cette odeur de zodiaque qui nous dérange. Par contre, cette photo-là, elle est prise au Groenland. Donc, elle n'est pas prise au Svalbard. Là, au Groenland, ils abattent à peu près 150 ours polaires par an, quoi. Voilà. C'est du trophée, hein. Au départ, c'est de la tradition inuite et peuples autochtones. Voilà, parce qu'ils utilisaient la viande, la peau, les dents, etc. Maintenant, ils en ont beaucoup moins, donc, beaucoup moins besoin, donc ils revendent ces quotas-là. Ils ont toujours les quotas, mais ils les revendent à des chasseurs occidentaux la plupart du temps. Donc, c'est pas interdit. On peut y aller si tu veux. On peut changer. Voilà, toujours dans le même esprit. Un cheval, ça, c'est les chevaux de Langlade à Saint-Pierre-et-Miquelon. Là, je suis sur la plage et puis il est venu me voir. C'était une femelle, c'était la chef du groupe, en fait. Voilà, la matriarche, on va dire. Elle est venue voir ce que je faisais. Tu peux avancer si tu veux. Voilà, on la revoit là, elle est sur un tiers haut à droite, justement, c'est elle. Et si on regarde du coup le groupe de chevaux, justement, c'est la seule qui m'observe, qui me surveille. Et en fait, c'est derrière vraiment ce groupe de chevaux, il y a la plage et c'est là que je suis allé parce que j'ai voulu les contourner pour les photographier d'une autre façon. Et elle est venue me voir pour me dire, bon, tu fais quoi là? En fait, si vous regardez, il y a des petits poteaux, mais il n'y a pas de fil sur les poteaux. Donc en fait, ils vivent vraiment, ils vivent de part et d'autre. Bon, maintenant, officiellement, ils appartiennent tous à quelqu'un, parce que c'est petit et pour des raisons d'assurance s'il y a des dégâts, quoi. Et maintenant, du coup, ces chevaux sont rentrés l'hiver. Voilà, ça, c'était encore une époque où les chevaux pouvaient encore rester dehors aux premières neiges. Maintenant, ils les rentrent. Il les attrape et ils les rentrent. On peut avancer si tu veux. Donc là, je change de façon de faire au niveau noir et blanc.
Là, j'étais plutôt un style hiké. Et là, je fais un autre travail en noir et blanc avec des noirs plus denses. Voilà. Et là, c'est surtout les mammifères marins des territoires outre-mer français. Comme j'expliquais un petit peu au départ, il y a cette démarche de mise en valeur des outre-mer. Voilà. Et là, c'est un petit bébé phoque à Langlade, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et de la même manière que j'avais trouvé intéressant les noirs et blancs de Kyriakos Kaziras dans White Dream quand j'ai commencé à faire le harfang, bah, j'ai adoré les noirs et blancs de Sebastião Salgado dans Genesis, entre autres. Et puis voilà, bah, il y a deux, trois personnes comme ça qui m'inspirent dans leur façon de faire, mais ça en fait partie. Donc voilà, c'est des noirs et blancs plus denses. Tu peux avancer si tu veux. Voilà les morses au Svalbard, avec encore, bah, comme le bébé phoque juste avant, là, le petit phoque veau marin ou phoque commun. Il y a toujours cette volonté souvent d'aller chercher un regard. Voilà. Je trouve qu'il y a plus de présence à ce moment-là. Là, ils sont sur une banquise, hein, c'est pareil, là, on est en zodiaque. Tu peux avancer. Oui, là, c'est encore des noirs assez denses, avec cette volonté de faire vraiment du noir et blanc et pas forcément du gris. Et bon, après, c'est une queue de baleine, hein. C'est à Mayotte. Et j'étais allé, là, c'était la deuxième fois que j'allais à Mayotte. J'étais allé en tant que média team, ça veut dire photographe média pour la Sea Shepherd, pour l'opération Nyamba contre le braconnage des tortues. Et puis j'en ai profité la journée pour aller faire des photos. Parce que j'avais un ami qui avait un organisme là-bas d'excursion dans le lagon, donc j'en ai profité. C'est un ancien marin aussi comme moi. Et du coup, on a trouvé les baleines à bosse. J'en ai beaucoup photographié des baleines sur beaucoup d'océans et sur beaucoup de territoires. Et cette photo-là, on pourrait croire qu'elle est classique parce que c'est une queue de baleine, mais en réalité, elle n'est pas en train de plonger, elle frappe la surface de l'eau. Et elle a dû frapper une quinzaine de fois. C'est pour ça qu'il y a autant de gerbes d'eau. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que cette photo-là était dynamique par rapport à plein d'autres queues de baleines que j'ai. Et je l'aime bien. C'est celle qui a fait la couverture de mon livre qui s'appelle Un nouveau souffle. J'ai eu le privilège d'avoir une belle préface de Jean-Louis Etienne. Et voilà, donc c'est une photo que moi j'aime beaucoup, je la trouve dynamique. Tu peux avancer si tu veux. Là, c'est une photo beaucoup plus statique, en fait, beaucoup plus calme, mais que j'aime bien aussi. Toujours dans le même esprit de noir et blanc. La baleine à bosse, toujours. Mais alors, tout à l'heure, on était à Mayotte. Là, on est à Saint-Pierre-et-Miquelon, donc sur deux océans différents. On était dans l'océan Indien et là, maintenant, dans l'océan Atlantique. Même espèce, mais à deux endroits différents. J'aime bien celle-là avec ce profil, finalement, ce souffle. Je trouvais que ce n'est pas une photo. C'est pas un cadrage qu'on voit souvent pour ce type de baleine. Souvent, on les voit de face ou on voit les queues. J'aimais bien. Ouais. On peut avancer si tu veux. Voilà, là, viens. Alors là, en fait, c'est une autre anecdote. Il y a un petit documentaire vidéo là-dessus. Là, j'étais sur mon petit bateau à moi, perso, avec ma femme et mes deux enfants. Et en fait, on était parti observer des macareux moines. Parce qu'il y a sur Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a un grand îlot qui s'appelle, enfin un petit îlot qui s'appelle le Grand Colombier. Il y a entre 10 et 20 000 macareux qui viennent tous les ans nicher. Et on était allé pour observer ces macareux. Et on s'était mis à la dérive. Voilà. Et puis, en fait, il y a une baleine qui est venue. Et en fait, elle est restée 2 heures avec nous. Donc, si vous avez l'occasion d'aller sur YouTube, vous tapez justement Rencontre avec une baleine à bosse, Grégory Paul, vous allez tomber sur la vidéo. Et en fait, la baleine, elle se colle sous le bateau. Il y a par moment, vous voyez le bateau, il y a la queue d'un côté, la tête de l'autre, elle sort la tête, etc. C'est un moment en famille, c'est un moment inoubliable, hein. Donc, il y a eu plusieurs émotions partagées. Ma femme qui était à bord avait les larmes aux yeux. Moi, j'étais aussi en même temps pris par la sécurité. Mes enfants étaient plus petits, ils avaient un peu peur, c'est quand même une grosse masse. Mais quand même, à un moment donné, ils se sont habitués, ils ont pris confiance. Et puis, là, c'est des petits souvenirs familiaux, on va dire, mais à un moment donné, quand la baleine a vraiment soufflé, parce qu'elle était juste au niveau du bateau, quand le souffle est retombé sur les enfants, en fait, ils ont un peu râlé parce qu'ils ont dit « Oh là là, ça pue !» ils ont repris tout le souffle, en fait, avec l'huile un petit peu qui sentait le caplan, enfin, comme les harengs, en fait, tout sur eux, un truc poisseux et tout. Ils disent oh, « Vraiment, ça sent pas bon, la baleine !» Preuve de la proximité, surtout. C'est surtout ça, quoi, ce moment inoubliable. J'ai jamais revu une baleine d'aussi près, enfin, si sous l'eau, mais pas de cette façon-là.
peux avancer si tu veux. Là, c'est du Miyar-Mio aussi. Donc, comme je disais, comme je fais de la photo sous-marine aussi au départ, j'en fais beaucoup moins maintenant. Je le fais que de temps en temps. Bah, déjà, j'ai vieilli aussi, donc je suis aussi moins entraîné. Mais je le fais que de temps en temps, suivant les missions photographiques que je vais faire. Là, là, je suis au 10 mm. Alors, en fait, on ne se rend pas trop compte. Mais ce phoque-là, en fait, ben, je le voyais beaucoup plus loin qu'il ne l'était. Donc, ça m'est arrivé une fois ou deux de le repousser un peu avec le caisson étanche, quoi. Voilà. Et du coup, bah, le flou qu'on voit à la surface, c'est l'eau qui ruisselle sur le hublot du caisson, hein, tout simplement. Tu peux avancer si tu veux. Donc, c'est notre démarche, en fait, encore. Et là, c'était à Saint-Pierre-et-Miquelon. Là, maintenant, on est à Mooréa, en face de Tahiti. Et voilà, toujours cet esprit un peu... allez, une prétention un peu graphique et puis un peu artistique. Voilà. C'est ma belle-sœur, hein, voilà. C'est ma belle-sœur. Et en fait, en dessous, ce sont ce qu'on voit, le rocher, on ne le voit pas bien sur cette photo, mais ce sont des tikis, ce sont des sculptures immergées. Et c'est un artiste, hein, c'est pas des choses ancestrales, c'est un artiste qui a décidé d'immerger dans le lagon des sculptures qui permettent aux gens de venir un peu comme une galerie. On vient avec son masque, son tuba, et puis on peut aller voir ses œuvres. C'est assez sympa. Et tu peux avancer si tu veux. Là, c'est à Mayotte. Ce sont des dauphins stènels. Ceux-là, ils sont rapides. Donc, là, pour le coup, j'étais entraîné. Mais ouais, ils sont très, très rapides. Voilà. Et là, on n'est pas tout à fait dans le Miyar-Mio. Là, c'est vraiment que la surface qu'on voit, enfin, le plafond, en fait, hein, qu'on voit devant. Et puis en bas, on voit que c'est pas très profond. La partie en bas à gauche, on commence à voir un peu le corail, quoi. Et ce sont des photos qui marchent très, très bien en couleur, hein, il n'y a pas de souci. Mais après, comme j'ai cette volonté de faire soit une exposition vraiment en noir et blanc, soit un livre en noir et blanc, ben voilà, je reste dans cette série en noir et blanc. Tu peux avancer si tu veux. Ça, j'aime beaucoup cette image. C'est une photo que j'appelle Majesté. C'est un scan de diapositive également. Là, je suis au 15 mm au Nikonos 5. Et je suis à l'eau à Raivavae, c'est une des îles australes de Polynésie française. Et elle a une histoire, bon, au-delà de la prise de vue, etc., elle a une autre histoire. C'est que cette photo-là, elle a été prise en 2002. Et j'ai beaucoup déménagé de par mon métier, hein. Donc, Tahiti, j'ai habité 2 fois 2 ans à Tahiti, donc 2002-2004 et 2006-2008, donc avec mon épouse. Et pour le deuxième séjour, avec ma fille. Et là, on était en mission. J'étais marin de la Marine nationale, hein, toujours à ce moment-là. On était en mission aux îles australes de Polynésie française. Et puis, il y avait des gens, des plongeurs civils qui avaient demandé s'il était possible de profiter de la structure du bateau pour continuer un livre en fait qu'ils avaient commencé, qui était le guide de Polynésie, enfin le guide des poissons de Polynésie. C'est avec Yves Lefebvre, entre autres. Et donc, bon, je vous passe toute l'anecdote de la prise de vue. Mais toujours est-il que j'ai beaucoup déménagé. Et puis, à un moment donné, en 2012, je trouve une enveloppe chez moi. Et puis, j'ouvre cette enveloppe et il y avait 3 diapositives dans cette photo-là. Et photo que j'avais complètement oubliée. Et je m'étais dit, j'avais dû les mettre dans l'enveloppe parce que je trouvais que ça méritait peut-être de faire un tirage papier, quoi. À ce moment-là, à Tahiti, c'était pas simple, hein, avec les diapositives, de faire des beaux tirages papier par rapport à ça, quoi. Et du coup, je l'ai sorti, puis j'ai fait quelques concours. Et entre autres, j'avais été primé, c'était la première fois, 2012, c'est la première année où je faisais des expositions et où j'ai commencé à faire des concours photos. C'est tombé au même moment. Et du coup, j'ai été primé à la Gacilly et j'ai été primé à Namur avec cette photo-là, pour une photo qui peut-être n'aurait jamais vu l'air, puisqu'elle était dans une enveloppe oubliée que j'ai retrouvée 10 ans après, quoi. Voilà, donc j'aime beaucoup cette image. On peut avancer. Dans le même esprit de photo aussi, très dense, hein. Tout à l'heure, il y avait des photos quasiment du high kill, on est dans des noirs très denses. Là, c'est dauphin tursiope à Mayotte aussi. Voilà. Une photo que j'ai intitulée le ballet des tursiopes. Mais en réalité, ils sont en période un peu de reproduction, donc ça se trouve, ils ne me voient même pas là. Il faut même essayer de les éviter. Mais là, c'est pareil, il faut pas mal palmer. Là, il y a un post-traitement, hein, parce qu'au départ, c'est de la couleur. Et je la passe en noir et blanc, cette image-là. Je ne suis pas très profond, hein. Il y a quoi? Il y a 2-3 mètres de fond, hein. Donc, bon, c'est le soir. Et en fait, j'intensifie les noirs
et j'éclaircis les blancs, voilà, pour avoir ce contraste. Donc, voilà, là, il y a du post-traitement pour cette image. Tu peux avancer si tu veux. Les éléphants, hein, ça c'est ok, Botswana, pardon. C'est au Botswana, donc à l'occasion d'un voyage que j'encadrais pour l'agence. Et là, on est à la tombée de la nuit. Et j'ai bien aimé cette dynamique. Et j'ai essayé de faire un post-traitement pareil noir et blanc en essayant de conserver au maximum la réalité en fait de l'éclairage naturel. Et les éléphants qui sont dans le fond sont dans l'ombre en fait. Et c'est un projet qui est en cours avec un ami qui a une très grande culture photographique qui va m'aider justement à faire ce travail sur les éléphants, mais pas que sur les animaux d'Afrique. Tu peux avancer si tu veux. Voilà, les éléphants. Là, c'est au Kenya. Voilà, c'est au Masai Mara, là, quand j'encadrais un groupe pour Tony Crocetta, un melting pot safari. Donc ça, c'est un beau métier. Hein, quand je disais, quand j'étais petit, si un jour on me disait, enfin, si on m'avait dit qu'un jour je serais payé pour aller faire des safaris, hein, je n'aurais jamais cru. Bon, c'est pas arrivé tout de suite. Hein, j'ai 50 ans passés et puis maintenant, ça fait 2-3 ans que je fais ça. Mais c'est pas arrivé tout de suite quand même. Tu peux avancer si tu veux. Voilà, le lion. Hein. J'aime bien cette photo là aussi, un cadrage un peu très central, hein, très central, mais voilà, comme on dit, pleine pastille. Mais j'aime bien finalement ce rendu avec le regard du prédateur qui, là, pour l'instant, n'a ni l'air inquiet, ni l'air d'un prédateur. Il est juste là. Et ça suffit pour moi à ce moment-là. Tu peux avancer. Après, je me suis amusé, bien sûr, forcément, quand on est à plusieurs, à un moment donné, qu'on donne des conseils à d'autres, on se dit, bon, tiens, aujourd'hui, on va peut-être faire autrement, le ciel est peut-être pas très beau, il est gris, on va s'amuser à faire des ombres chinoises. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai fait avec quelques animaux. Voilà. Donc, on change les réglages et puis on accentue le tout. Voilà. Donc l'éléphant. J'ai appelé cette photo appât feutré. Voilà. C'est un jeu de mots parce que bon, l'éléphant, forcément, c'est quand même imposant, mais pourtant, s'il veut se déplacer en silence, on ne l'entend pas. Tu peux avancer. Voilà, dans le même esprit, bon là c'est un babouin, mais toujours pareil dans l'esprit ombre chinoise. Voilà, c'est pas forcément ce que j'aime le plus, mais des fois je m'essaye à des petites techniques, à des façons de faire. Voilà, c'est toujours intéressant. Surtout quand on a des clients, des gens avec nous qui nous demandent des choses, des choses techniques. En fait, à un moment donné, on peut pas tout savoir, mais voilà, on essaie de pouvoir proposer des choses à faire aux gens, quoi. Tu peux avancer. Voilà, dans le même esprit, voilà, les zèbres. Celle-là, elle aurait pu être mieux si le zèbre de gauche, en fait, avait été plus de profil, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc, tu peux avancer si tu veux. Donc voilà, toujours pareil, du noir et blanc avec cette volonté toujours d'aller chercher un peu le regard. Et là, le noir et blanc me sert déjà pour le côté on va dire artistique, mais surtout, si on regarde bien, c'est un jeune lion, hein, c'est pas tout à fait un lionceau, on va dire c'est un adolescent, quoi. Et on voit que son poil est un peu caillé. En fait, il est plein de sang. Hein. Donc, ça fait 4 jours qu'il y a une pride, enfin tout un groupe de lions qui mangent sur une carcasse d'éléphant. Donc, ils mettent la tête dedans, etc. Et en fait, le noir et blanc peut aussi enlever ça. Voilà. Quand on veut faire quelque chose d'un peu esthétique. Après, si on veut faire quelque chose de dramatique, la couleur va très bien. Voilà. Et toujours ce regard, quoi. On sent déjà le prédateur, pour le coup. C'est pour le coup que le noir et blanc fait ressortir le regard. Ah ouais, en plus, ouais. Ouais, ouais. Sinon, il y aurait du rouge. Et du rouge, voire du pourpre. En fait, c'est vrai que le regard, on le verra un peu moins. Bon, après, il est sur un tiers haut aussi. Enfin, voilà, il y a tout. Il est bien placé. C'est une image facile à faire. Voilà. On peut avancer si tu veux. Voilà, toujours les noirs et blancs. Voilà, là, je pousse un peu les curseurs, comme on dit. J'ai mis exprès. Hein. Voilà, pareil, dans une volonté un peu artistique, imaginaire. Voilà, le Serval.
animal que je ne trouvais pas forcément si joli que ça, parce que je le trouvais un peu disproportionné avec ses grandes oreilles, son grand cou. Ça, c'était au tout début. Maintenant, je l'adore. Je trouve que c'est un des plus beaux de la savane. Le chat serval. Voilà. Toujours un peu une façon de cadrer, un peu comme on pourrait le faire avec un portrait humain. Voilà. C'est ça que j'avais envie à ce moment-là. Je peux avancer si tu veux. Alors, c'est une patte de croco. Et, mais ça, au départ, c'était une blague. Parce que, comme je l'ai dit au tout début, j'aime beaucoup Sébastien Salgado. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la main d'Iguane qu'il avait faite. Il avait fait une main d'Iguane qui ressemble à une main de chevalier dans son armure. Bon, la photo, elle est magnifique. Elle est très fine et tout. C'est incroyable. Une des plus belles photos pour moi qui existe, en tout cas de ce style. Et du coup, je me suis dit, je ne suis pas Sébastien Salgado, je suis beaucoup plus lourd dans ma façon de faire des images. Du coup, je me suis dit, je vais faire la même chose avec une grosse patte. Et du coup, au départ, c'était ça, c'était de l'humour. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion de revoir la photo de la patte d'iguane, je dis main parce que c'est quasiment ça, hein, de l'iguane de Sébastien Salgado, vous verrez la finesse et puis vous verrez que celle-là n'est pas fine par rapport à la sienne. Vous pouvez avancer si tu veux. Là, c'est un projet plus récent. Donc, là, voilà, on a fini avec le noir et blanc. Donc, c'est aussi pour montrer que je fais aussi de la photo couleur. Voilà, donc, suivant ce que j'ai besoin de faire. Donc, toutes les photos en noir et blanc ont plus vocation à me servir pour des publications de livres ou des expositions. Et après, ben, voilà, dans ma démarche professionnelle, il y a aussi les articles de magazines. Et où là, ben, en fait, en général, c'est plutôt des photos naturalistes. Voilà. Donc là, ça, c'est le petit Fennec à Merzouga, dans le désert du Sahara au Maroc. Voilà, j'y étais l'année dernière et l'année d'avant. Et j'y retourne d'ailleurs, j'y retourne à la fin avril. Là. Voilà. Le petit Fennec, c'était un animal que je voulais vraiment photographier depuis très longtemps parce que c'était des histoires familiales. Voilà, moi. Mes grands-parents avaient vécu au Dahomey, enfin au Bénin, qui était le Dahomey à l'époque, au Sénégal. Mon grand-père a beaucoup été en Afrique du Nord. Il me parlait beaucoup des animaux qu'il avait vus, dont le fennec. Et voilà. Donc j'ai la chance maintenant, je vais le voir de temps en temps, ce joli petit renard, qui est le plus petit des canidés d'ailleurs. Donc c'est vraiment petit. Puis là en plus c'est un jeune, donc il est vraiment petit. Et il est beaucoup plus petit qu'un chihuahua, quoi. Tu peux avancer si tu veux. Voilà. Là, juste avant, c'était un jeune, là, c'est un adulte. Donc, dans les dunes. Voilà. Toujours ce côté. Là, il est à l'ombre hein, d'une plante. Et voilà. Pour montrer que. Oui, au Maroc, ouais. Joanneli qui a mis. Vous avez dit au Maroc? Oui, oui, au Maroc. Et, donc, voilà, je vais y retourner bientôt. Voilà. Très, très bel animal. Et là, l'intérêt de la couleur aussi est important pour un animal qu'on ne voit pas forcément tout le temps, qui a été beaucoup photographié, mais surtout en captivité. Donc, voilà. Tu peux avancer si tu veux. Et puis des paysages, voilà. Là, ça, c'est un autre projet. C'est un projet qui est en cours que j'ai intitulé Guyane Sentinelle de la forêt, donc, qui a commencé il y a 2 ans. Donc, je suis allé 2 fois. Qui est un projet au départ de livre et d'exposition, ayant pour fil conducteur la recherche du jaguar de Guyane française, donc le jaguar de France. Et encore une fois, c'est un prétexte en fait pour beaucoup de choses. Et c'est un prétexte pour aller à la rencontre des gens qui ont soit décidé de vivre, de rester vivre dans la forêt, donc par exemple les peuples amérindiens de France, hein, parce qu'il y a plusieurs ethnies autochtones en France, en Guyane française, et des Amérindiens du coup. Et après aussi, du coup, les gens qui ont décidé de se rapprocher de nouveau, de se reconnecter. Non, c'est pas avec Rabi. Je le connais, mais c'est pas avec lui. Je réponds à Corinne, pardon. On s'est vu là-bas, on se connaît bien, mais c'était pas avec lui. Et du coup, voilà, maintenant il y a un documentaire qui va être fait pour Arte. C'est une société de production belge qui me suit. Et le deuxième voyage, quand j'y suis allé, c'était à la demande de la Légion étrangère. Voilà, que j'intègre dans le projet aussi Sentinelle de la forêt, parce que comme ils font de la lutte contre leur paillage et
et plein d'autres choses, bah, ça contribue aussi à la protection quelque part de la forêt, parce que l'orpaillage illégal pollue énormément, le braconnage, etc. Donc voilà, aussi des photos de paysages. Voilà, ça c'est en Guyane, sur les bords du Sinnamary. Tu peux avancer si tu veux. Voilà, c'est le même type d'image voilà, sur les fleuves. Donc, des images qui sont, du coup, qui ont participé au livre aussi Selva. Donc, c'est les 50 ans de présence du régiment de la Légion étrangère, le 3e régiment étranger en Guyane. Voilà, donc, bon, après, en tant qu'ancien militaire de la Marine nationale, j'étais très content de bosser avec eux. Et puis, c'était hyper intéressant parce que j'ai aussi, ils ont mis pas mal de choses à ma disposition, entre autres des piroguiers sur le fleuve, etc., pour vraiment aller photographier les animaux et les paysages qu'ils avaient besoin pour leur livre, en fait. Donc, moi, j'étais mandaté pour faire des photos de paysages, de nature, et pas des photos d'armée. Il y avait quelqu'un d'autre pour ça, quoi. Donc, ça me connaît en plus totalement, puisque j'ai mon projet personnel au départ en lien. Donc, double, voilà, les photos pour eux, les photos qui étaient pour eux, c'était aussi pour moi. Voilà, je regarde le temps qui tourne. Je crois qu'on n'est pas trop loin de la fin. Tu peux avancer si tu veux. Voilà. Des ambiances. Alors, c'est là, tiens, pour le coup, dans le livre Selva, c'est toujours en Guyane, hein, c'est le lever de soleil dans le brouillard. C'est Sylvain Tesson qui fait la légende de cette photo voilà, dans le livre. Donc, je suis assez content. Tu peux avancer si tu veux. Et là, en fait, d'autres façons d'utiliser des images. Là, je parlais un petit peu des côtés esthétiques, documentaires, etc. Et puis, en fait, voilà, d'une façon un peu peut-être un peu plus journaliste. Voilà. Là, c'était, j'ai ressorti cette photo-là à l'occasion de la rouverture de Notre-Dame. Voilà. Donc, je l'appelle, c'est une petite mouette rieuse qui glisse. Vous savez, c'est sur les toits des bouquinistes. Il y a plein de mouettes à cet endroit-là. Ceux qui ont je ne sais pas comment on appelle ça, mais les petites boutiques où on vend les livres sur les bords de la Seine. Bouquiniste, hein, c'est ça. Ah, c'est bouquiniste, voilà. Et puis, du coup, Notre-Dame derrière. Voilà. Donc, je me dis que la photo, ça sert aussi à ça, montrer des choses, pas forcément. Voilà, on peut avoir plusieurs démarches, quoi. Tu peux avancer si tu veux. Justement, la preuve, c'est là, c'est encore autre chose. Ça, c'est au Groenland. Et je vous parlais de la chasse à l'ours qui est autorisée, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Et là, en fait, on voit une dame inuit qui étend son linge. Et puis, en fait, si on suit le linge en partant de la gauche vers la droite, on arrive à un balcon où on voit la peau de l'ours qui est en train de sécher. Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est une photo que j'avais remporté. J'ai remporté un prix au Festival de Camargue l'année dernière. Et puis, pour d'autres magazines, voilà. Donc, c'est une photo qui n'est pas belle, mais qui peut servir à dénoncer des choses. Voilà. Mais pour le coup, c'est en noir et blanc. Tu peux avancer si tu veux. Je crois que ça va être une des dernières. Voilà, ça c'est pareil, une photo aussi pour pouvoir dénoncer des choses. Là, on voit un harfang des neiges en fait qui s'est posé dans une déchetterie. Donc déjà, il y a le double côté, le côté beau, sauvage et rude de cet animal qui vient de se déplacer, qui a fait un long voyage, qui arrive épuisé, et du coup, la déchetterie va lui apporter peut-être des proies plus faciles comme les mulots, les rats. Et d'un autre côté, en fait, il arrive dans un endroit très sale, saccagé, en tout cas mis en place par les humains, une déchetterie à ciel ouvert. Et il y a ce tube en fait là qui me donne l'impression d'un canon, et comme si le harfang en fait avait comme un sursaut de recul en disant mais on me pointe une arme. Voilà. Donc c'est des photos qui peuvent aussi avoir des messages. Voilà, en tout cas, quand mes images servent à des gens aussi pour faire passer des messages, ça me plaît bien parce que c'est vrai que j'ai pas cette culture, j'ai pas ce savoir-faire. Voilà, je suis pas un littéraire, donc c'est peut-être pour ça que je fais de la photo d'ailleurs. Mais voilà, la photo peut servir à plein de choses. Voilà, en résumé, ce que je disais, il y a la démarche, pour moi en tout cas, mettre en valeur des choses, rapporter des témoignages, des choses esthétiques, ou dénoncer des choses, ou tout simplement s'amuser à faire de la photo aussi. Et voilà, il m'arrive souvent d'aller à côté de chez moi. Là, je vous ai surtout montré des photos qui ne sont pas prises ici en France métropolitaine.
parce que je cherche aussi les choses qui m'excitent, entre guillemets. Mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas faire de la photo chez moi. Et entre autres, je crois que c'est de souvenir la dernière photo, voilà. Un renard roux, hein, je le fais, mais je suis plus souvent avec mes jumelles qu'avec mon appareil photo. Voilà, quand je vais à côté de chez moi, je vous disais hein, au tout début, hein, j'ai les chevreuils et le renard qui passent juste devant mon portail. J'ai du cerf aussi, on a pas mal de cerfs où je suis là. Et puis les grues, on a beaucoup de grues cendrées aussi. Ce matin, il y en avait une cinquantaine posées à 300 mètres là, de chez moi. Et voilà. Donc, mais je me dis que je n'ai pas besoin de faire la photo systématiquement, quoi. Donc, ce sont des projets, en fait, pour conclure, c'est ça, c'est que souvent la photo, c'est d'abord un projet. Je ne me balade pas avec un appareil photo autour du cou. Voilà, je me dis que si je vais photographier tel animal ou tel paysage, qu'est-ce que, qu'est-ce que je pourrais en faire? Est-ce que je peux en faire un livre? Est-ce que je peux en faire une expo? Ou est-ce que tout simplement je peux en ramener un témoignage? Voilà. Voilà, je crois que c'était la dernière, si je C'est me la souviens. dernière, ouais. C'est la dernière. Voilà, bah, j'ai fait plus une présentation en fait de mes images et d'une démarche plutôt que d'une démonstration technique, je pense. Mais voilà, c'est pour montrer que on peut faire plein de sortes d'images, voilà, suivant ce qu'on a envie de montrer à un certain moment, quoi. Au début, on passe du noir et blanc dense à la couleur saturée. Voilà. C'est ce que j'aime bien avec la photo, c'est qu'à un moment donné, on peut se réinventer et puis chercher à faire d'autres choses. Et on apprend pas mal au contact des autres photographes aussi. Et ça, j'aime m'inspirer aussi d'autres photographes. Et puis, bah, de plus en plus, je suis content d'apprendre que certains s'inspirent aussi parfois de mon travail. Donc, c'est chouette. La roue tourne, comme on dit. Il faut profiter. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Ce qui est sympa, c'est de partager justement la progression et puis comment dire, le cheminement dans la façon de faire les photos. C'est ça qui est bien aussi. Bah, merci. Ouais, c'est ce que je voulais faire un petit peu plutôt que faire bah, ça reste un diaporama, mais voilà. Après, comme j'avais dit aussi par mail, c'est très très difficile de faire une sélection d'images. Surtout quand on a plusieurs démarches en fait de fond, quoi. Comme je vous l'ai dit, voilà, il peut y avoir carrément une expo de photos sous-marines en couleur très saturée, d'un coup des photos du désert en couleur, et puis d'un seul coup des photos noir et blanc sous-marines, ou voilà, ou de la photo hiké, ou au contraire des photos très denses. Voilà. Bon, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu cette petite sélection. Pas bon, il y a quelques images dedans que j'aime beaucoup, hein, dans ce que je vous ai présenté, bien sûr. Il y en a des belles aussi, hein. Et puis il y en a d'autres qui servent plus d'illustration en général, mais ouais, voilà. Il y a quand même pas mal d'images fortes dans ce que tu nous as montré, ouais, c'est sûr, c'est très beau. Bon, bah, tant mieux, merci. Ouais, c'est magnifique, oui. Vous avez des Merci questions pour Grégory? Profite, je bois du rhum. Bon, c'est pas du rhum. Pas de questions? Oh, bah, tu nous les as éteints. Nelly, des contacts pour aller voir les Fennecs? Oui, moi. Tu as un bouquin T'as encore un bouquin qui est sorti récemment, là Parce que c'est le moment de faire de la pub, hein, quand même. Faut en Alors, profiter. le dernier livre, c'est pas du tout un livre de photos. Ah, c'est celui-là. Ah, mais du coup, c'est inversé la caméra. Et non, mais ce c'est sera à l'endroit pour nous. C'est un carnet de voyage. C'est parce que le livre sur les Kerguelen va sortir. Le livre photo sur les Kerguelen va sortir chez Vilo. Donc, le même éditeur avec qui j'avais fait Les Yeux du Harfang et un livre Saint-Pierre et Miquelon, Terre de Passion, qui vient d'être réédité aussi d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment un carnet de voyage où j'explique ma démarche de photographe avec les espoirs et les désillusions de faire un voyage d'un mois avec 4 jours à terre à Kerguelen en se disant j'espère que ça va bien se passer. Et donc, c'est tout ça que je raconte dans ce livre-là. Et qui n'est pas du tout distribué. Hein, en fait, je l'ai que sur mes expositions. Il y a celui-ci qui vient d'être réédité. Il faudrait que tu coupes soit que tu retires l'image du fond d'écran, soit que tu recules un peu. Voilà, comme ça, c'est mieux. Bazar après. C'est pour ça que c'est mieux là, comme ça. Voilà. Bon, bref.
Donc, Saint-Pierre-et-Miquelon, Terre de Passion. Donc, ça, je suis content parce qu'en fait, c'est un livre d'éditeur. Donc, quand l'éditeur décide de le rééditer, c'est qu'il marche bien. Donc, c'est Ouais, c'est plutôt bien cool. ça. Ouais. Euh, Là, ce sont les deux derniers. Après, je vous ai parlé. C'est bien, j'ai tout à portée de main. C'est comme si j'avais prévu le coup, quoi. Mais pas vrai, c'est pas le cas, hein. C'est que mon bureau est petit. Ça, c'est le livre justement dont je vous parlais sur la Guyane avec la Légion étrangère. D'accord. Selva, voilà, on va pas bien. Voilà, c'est un livre des armées, mais quand même qui est différent de ce qui se fait d'habitude, avec beaucoup plus de place à l'environnement dans lequel évoluent les légionnaires. C'était cette volonté-là, quoi. Voilà, ça c'est les trois derniers. D'accord. C'est les trois derniers. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu dans pas le dernier 30 millions d'amis, mais justement, pour entre autres répondre aussi à Nelly, l'avant-dernier 30 millions d'amis, ben, j'ai tout un article sur le Fennec. C'est pour ça qu'on me demandait un contact pour aller là-bas, ben voilà, c'est moi. Et, euh, puis voilà. Après, au niveau expo, là, j'ai une expo à noir et blanc, celle que je vous ai présentée un peu avec les animaux noirs et blancs dans la neige, qui tourne beaucoup à l'étranger. Donc, je suis très content. Là, ça va être présenté pour la 4e fois depuis septembre là en Chine. Et c'est en lien avec l'ambassade de France, le consulat, les consulats. Donc c'est super chouette. Bah, j'ai l'expo qui aura lieu à Bangkok, mais là pour Bangkok, ça ne sera pas la même, ça sera sur les mammifères marins. Et ça c'est cool. Là, il y a une qui va être présentée à Montréal. Et ça sera sur le thème de Saint-Pierre-et-Miquelon, donc petit territoire en Amérique du Nord, si proche du Canada. Voilà, donc ça c'est chouette. Et puis, bon, ça c'est pour les actualités un peu à l'étranger. Et puis bah, sinon, dans mon petit village aussi, je fais une petite séance de dédicace avec quelques photos sur les Kerguelen, donc c'est super chouette. Voilà, je fais un peu les deux. Mais c'est vrai que les dernières années, les 3 dernières années, je me suis beaucoup axé sur l'étranger. Au départ par force, parce que je voulais vous raconter ma vie, hein, mais voilà. Ma femme a repris ses études, donc elle est infirmière maintenant, donc très fière d'elle. Mais du coup, elle avait beaucoup de stages, on a nos enfants, et je ne pouvais pas trop m'absenter, en tout cas, je ne pouvais pas trop aller sur les festivals, etc. Donc, j'avais un peu arrêté les festivals, et puis j'ai proposé mes expositions à l'étranger, euh, me disant que je n'aurais pas besoin d'y aller. Et en fait, bah, ça a pas mal fonctionné. Et au départ, ça a commencé même par Barcelone, parce que je me suis rendu compte que je suis dans les Landes. Bah, finalement, Barcelone, c'est plus proche que. Pour moi, c'est kiff-kiff que d'aller à Paris. Donc, voilà, j'ai commencé à me positionner un peu sur l'Espagne. Puis après, ça a été exposé en Pologne et pas mal aux États-Unis les 2 dernières années. Donc, à l'étranger, ça marche bien. Voilà. Mais c'est quasiment toujours que la même expo qui marche à l'étranger. Voilà, c'est noir et blanc. Mais c'est pas grave parce que voilà, c'est une expo que je fais évoluer au fur et à mesure, que j'ai pas l'intention d'arrêter. J'ai plein d'autres petites expos hein, en parallèle, mais celle-là, en fait, j'alimente au fur et à mesure l'expo en rajoutant des images, en gardant les plus fortes. Et puis bah, peut-être qu'un jour, il y aura plein d'images fortes dedans, on verra, à force de la faire perdurer. Voilà à peu près pour l'actualité. Très bien. Et pour Nelly, j'accompagne un voyage au Fennec fin avril, au Maroc. Nelly, t'as compris, Si hein? tu es en ligne. Et il reste 2 places. Dépêche-toi, Nelly. Justement, tu as un site internet où on peut te contacter? Ou... Ouais, mais il est pas du tout tenu à jour. Je mets un gros manque de temps. Mais sinon, oui, si vous tapez Grégory Paul photographie, vous allez tomber sur un site, mais qui n'est pas du tout bien tenu. Sinon, vous pouvez me contacter par mail ou sur Instagram ou Facebook. Voilà, ça, je suis assez présent dessus. D'accord. Bah, en tout cas, Instagram, je suis assez souvent dessus. quand tu as de l'actualité, n'hésite pas à revenir nous voir. Ce sera un plaisir de te réaccueillir. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre accueil. C'était bien sympa. Ben, merci beaucoup aussi. Je suis bavard, hein. Vous avez vu, je parle aussi. Hein. Ah ben non, mais mais c'est très bien. C'est Hein. bien. C'est super. Bah, tant mieux, merci. Au contraire, c'était très intéressant. Bah, des fois, c'est un peu comme vous, hein, les photographes. Moi, j'aime bien des fois être quasiment une semaine tout seul ou à deux sans trop parler. Et puis quand je rentre, il y a tout qui sort, quoi. C'est normal. Et ma femme, des fois, elle dit: oh là là là, tu veux pas retourner dans la forêt là?
Bien, la vidéo de podcast sera diffusée dans 8-10 jours à peu près sur la D'accord. chaîne YouTube de l'association. Donc, si tu veux la reposter ou la diffuser à d'autres personnes, n'hésite pas. De toute façon, elle est publique et c'est fait pour. Ok, bah, je le ferai, ouais. Ouais, bien sûr. Super. Eh bien, merci beaucoup. Donc, je vais arrêter l'enregistrement pour cette partie.